Les crimes étaient tellement odieux que les juges ont dû inventer des chefs d'accusation. 20 novembre 1945. Le monde venait sortir du plus grand carnage de l'histoire. Nous nous trouvons sur les ruines d'une Allemagne vaincue. Et le plus grand procès de l'histoire s'apprête à ouvrir ses portes. Et c'est dans le palais de justice de Nuremberg qu'il aura lieu. La ville n'est pas choisie par hasard. 10 ans plus tôt, le Troisième Reich y promulguait les lois de Nuremberg. Les accusés? Les hommes au sommet. Himmler disparu, Goebbels mort, mais 21 des plus hauts dirigeants nazis sont là. Ministres, généraux, industriels. 9h45, la salle s'ouvre. Les juges britanniques, américains, de l'URSS et français s'installent. L'histoire écoute. Pendant plus de 300 jours. Devant un tribunal militaire international, ils répondent aux 4 chefs d'accusation les plus lourds jamais imaginés. Complot, crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l'humanité. Le tribunal, comme ses chefs d'accusation, sont une innovation pour la justice. Tous plaident non coupables. Alors on montre des films, des archives, des images de camps, des foules de déportés. Le silence, parfois, était plus terrifiant que les mots. 1er octobre 1946, le verdict tombe. 12 condamnations à mort, 3 acquittés, les autres iront à la prison. Les procès de Nuremberg ne sont pas les derniers. Des années plus tard, d'autres procès seront ouverts pour juger d'autres responsables encore vivants, comme par exemple Klaus Barbie ou Maurice Papon. À l'issue de ces procès, certains crient justice, d'autres se demandent si elle a vraiment été rendue. En effet, les crimes commis par les Alliés n'ont jamais été jugés. C'est ce qu'on appelle alors la justice des vainqueurs. Et si tu veux apprendre plus d'histoire du droit sous ce format, abonne-toi.